Non, ce n'est pas juste parce que lorsqu'il y a eu dislocation de la Yougoslavie, tous les pays qui sont donc, comment dirais-je, qui sont originaires de l'ex-Yougoslavie ont déclaré signer toutes les conventions et traités internationaux sans qu'ils aient à comment dirais-je, à re-signer ces documents. Donc chaque pays, à l'époque, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Slovénie, la Croatie, donc étaient considérés comme étant d'origine yougoslave, sont aussi donc signataires de tous les instruments des Nations Unies. Et donc il a fallu l'intervention du docteur Sharma pour dire que cette justification n'avait pas lieu d'être. Mais cela n'avait pas empêché de repousser l'approbation de ce projet à d'autres réunions du comité exécutif. Donc il y a eu un report inexplicable, et pourtant ça s'est fait parce qu'à ce moment-là, les forces de l'OTAN étaient en train de bombarder Belgrade, si vous vous souvenez tous de ce cas-là. Mais le cas le plus typique, qui a été quelque chose d'hallucinant, si j'ose dire, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, bien sûr, est frappée par l'embargo, comme beaucoup d'autres pays, et il y a un comité de suivi de l'embargo qui est au niveau des Nations Unies à New York. Et tenez-vous bien, nous avions présenté un projet de reconversion au niveau donc des entreprises en Corée du Nord. Et ce projet-là avait été donc terminé. Il y a eu la fin du projet était très, très satisfaisante, les équipements étaient entrés en fonction, etc. Et surprise, j'arrive à une réunion des partis qui se tenait à Genève, et j'ai été pris à partie par le délégué du Japon qui m'interpelle, il me dit, voilà, on a eu vent que certains des équipements qui ont été livrés à la Corée du Nord pouvaient être ou sont utilisés pour la fabrication d'armes chimiques. J'étais vraiment interloqué, j'ai dit, mais je suis désolé, mais ce sont des projets, c'est très banal, et les équipements qui ont été, comment dirais-je, livrés sont des équipements qui viennent des pays industrialisés. Je crois d'ailleurs une grande partie venait d'Italie. Et nous ne sommes pas au courant du fait que ces équipements pouvaient être utilisés pour fabriquer des armes chimiques. Il y a eu insistance du délégué japonais et qui m'a dit je vais soulever ce problème au comité exécutif du Fonds multilatéral qui devait se tenir une semaine après la réunion des parties. Donc ce qu'on appelait les réunions back-to-back des Nations Unies. J'étais franchement choqué et bien sûr j'ai appelé mon équipe à Vienne pour avoir plus d'informations et savoir quels étaient ces équipements-là qui pouvaient, comme par miracle, servir pour la fabrication d'armes chimiques. Et bien sûr, je faisais confiance à mon équipe. Et on a aussi contacté l'équipementier italien ainsi que leurs équipes pour savoir de quoi ils pouvaient ressortir. Bien sûr, rien de tout cela, mais malgré tout, au comité exécutif, la semaine d'après, le délégué japonais avait, comment dirais-je, pris la parole pour dire voilà quelles sont nos craintes, d'ailleurs soutenues par la Corée du Sud. Et
quelque part soutenu aussi par d'autres pays industrialisés, pour dire qu'on exige de l'ONU qu'on nous fournisse toutes les informations concernant ce projet, équipement par équipement, et savoir à quoi étaient réellement destinés ces équipements et s'il pouvait y avoir soupçon. Et donc, nous demander que l'ONUDI puisse présenter un rapport détaillé sur tous ces équipements et pour écarter toute suspicion d'utilisation de ces équipements pour fabriquer des substances chimiques, et de remettre ce rapport-là au comité de suivi de l'embargo au niveau des Nations Unies à New York. C'était à ce comité de prendre la décision, de voir s'il y avait une quelconque suspicion sur laquelle ces dires pouvaient s'appuyer. Et croyez-moi, c'était un travail vraiment très minutieux, puisqu'il fallait prendre chaque équipement. Je me souviens, on prenait même des marteaux qu'on utilisait dans les catalyseurs pour voir si ce matériau fait de tel ou tel type d'acier pouvait effectivement servir à la fabrication d'armes chimiques. Donc nous étions allés dans le détail du détail. C'est un rapport de 300 pages qui nous avait pris, je crois, près d'une dizaine de jours à rédiger, et que nous avions transmis à ce comité de suivi de l'embargo à New York, donc qui est constitué de grands experts qui se prononcent justement sur le fait que l'embargo est respecté ou pas. Donc je crois au bout de 2 semaines, on a reçu le feu vert donc de ce comité, en disant non, tout ce qui est là-dedans est inoffensif, il ne peut pas être, comment dirais-je, suivi, il ne pouvait pas être utilisé pour fabriquer des armes chimiques. Vous voyez un peu on peut parler de ridicule, mais aussi du sérieux du problème. Parce que je vous dis, le Japon nous avait même menacé de demander l'exclusion de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, comme agence d'exécution en forme multilatérale. Parce qu'on considérait qu'on était devenu gênant quelque part. Et ça aussi, c'était une menace qui pouvait faire exécuter pour peu que les pays industrialisés les suivent. Mais je dois avouer que notamment l'Union européenne avait trouvé ça inacceptable et donc avait bloqué toute velléité du Japon de demander l'exclusion de l'ONUDI. Parce que, faut-il le dire, l'ONUDI avait sa réputation d'être l'agence d'exécution la plus efficace des 4 agences d'exécution. Nous avons toujours été classés premiers donc, si vous voulez, dans l'appréciation de la qualité et du sérieux des projets que nous présentions dans les pays en développement. Il faut savoir que chaque année, on nous faisait passer une sorte d'examen, une revue de l'efficacité de chaque agence d'exécution, et chaque année nous étions classés comme première organisation la plus efficace. Et d'ailleurs, je crois qu'une année, c'était pendant l'année de ma retraite, je suis fier de le dire, l'ONUDI avait comptabilisé 100 points sur 100, parce qu'il y avait des notations pour chaque type, chaque étape, si l'on veut, de l'exécution donc des projets dans les pays en développement. Donc voilà, ça c'était un cas qui, je vous assure, m'avait marqué d'autant plus que même au niveau de mon organisation, on m'avait signifié que je ferais bien de ne pas recevoir de remarques négatives
du comité de suivi à New York parce que mon équipe et moi-même, nous pourrions nous exposer à des sanctions. Donc, c'est dire que ce volet politique pouvait être parfois très présent et très, surtout, très, comment dirais-je, stressant pour nous qui étions des scientifiques, des techniciens, et nous n'avions pas d'autres soucis que de répondre aux attentes des pays en développement pour justement les aider à honorer leurs engagements au niveau du protocole Montréal. Un dernier point aussi concernant ces pays sous embargo, le Congrès américain exigeait toujours de la délégation américaine de lui présenter tous les projets qui sont financés et donner des explications précises pourquoi ces projets sont nécessaires pour protéger la couche d'ozone dans ces pays qui sont sujets à embargo. Donc voilà, ce sont des aspects politiques qui sont sombres, et il faut le dire d'ailleurs que beaucoup de pays, en tout cas un certain nombre de pays, peut-être pas liés directement au protocole Montréal, avait quitté l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, pour des raisons politiques simples, alors que l'ONUDI est également une agence pour le développement industriel et rien d'autre. Mais les États-Unis, suivis par la suite par l'Australie, ensuite le Royaume-Uni, la France, la Grèce, ont quitté l'ONUDI. Donc ils ne font plus partie de notre organisation. Voilà, c'est l'aspect politique. Je vous ai donné que quelques exemples et il y en a d'autres, croyez-moi. Merci.